s'épanouir pour performer et performer pour s'épanouir. On ne peut pas être à 100% partout, il faut l'accepter. Le burn-out, ce n'est pas une maladie des faibles, c'est une maladie des forts qui n'ont pas su s'arrêter. Quand vous avez une superbe performance, vous gagnez un contrat extraordinaire. Vous analysez ? Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solveo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solveo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solveo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Krouma Jossotir. C'est moi. Quand je regarde ta trajectoire, je vois non pas une carrière, mais un hymne à la vie, à la curiosité, une quête vers l'excellence. À toutes celles et ceux qui pensent qu'avoir un parcours atypique et diversifié est une malédiction, et je sais que vous êtes très nombreux, restez bien accrochés, vos convictions risquent de voler en éclats. Si mes calculs sont exacts, tu as exercé ces 20 dernières années 23 métiers, dans des industries différentes, hôtellerie, enseignement, consulting, et dans des continents différents, Europe et États-Unis principalement, et toujours avec cette envie de casser les codes. En 2020, tu fondes Positive Performances, une EdTech et Mental Tech franco-islandaise qui relie leadership, santé mentale et performance durable. Tu nous prouves que performance n'a pas de raison d'être synonyme de burn-out, au contraire, prendre soin de soi est le point de départ de toutes les performances. Le monde de la gymnastique, de là d'où tu viens, l'a bien compris et le monde du travail a un train de retard. Tu formalises cette philosophie autour de 2 modèles puissants dont tu vas nous parler dans un instant. Tu passes un doctorat en leadership et management stratégique, tu as un master en psychologie positive et un en psychologie du coaching et une licence en gestion hôtelière. Tu as 6 certifications autour des métiers du coaching, tu as écrit pour Forbes, Brains, tu as écrit 2 livres sur la psychologie, l'intelligence émotionnelle et la résilience, et tu trouves encore le temps de faire du bénévolat pour le MCC. Tu parles avec sincérité de ce que tu observes, la quête de sens et l'épuisement des managers. Tu n'hésites pas à remettre en question tout ce que tu considères comme la norme et tu dissimules sous un professionnalisme aiguisé une personnalité étonnante emplie de courage et d'audace. Mais... Derrière tes conférences et ton implication, on trouve un message fort. On peut reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. Le vrai succès n'est pas de faire plus, mais de penser clairement, de ressentir profondément et de se connecter sagement. Alors, comment performer quand on fait plusieurs carrières comme ça sans se perdre ? Quelles sont les racines de ta quête d'excellence ? On va explorer tout ça et bien plus encore. Bienvenue dans Route. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que cette présentation a raté des choses ? Parce que, à mon avis, il y en a plus que ça encore. J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. Je suis reconnaissante parce que je pense que j'ai jamais pris le temps de regarder ça comme ça. Je sais que dans mon avant-dernier poste salarié, j'y ai passé 16 ans avec 13 postes. Donc effectivement, on peut le regarder comme une légère hyperactivité ou une curiosité. Il y a peut-être cette quête de l'excellence et peut-être aussi parce que quand je commence à travailler, je n'avais que le bac. Enfin, j'avais que le bac. Et donc, j'étais toujours persuadée que toute personne qui travaille avec moi, qui avait fait une école, une formation, elle savait beaucoup plus que moi. Donc, quand je deviens réceptionniste, je vais acheter tous les bouquins de BTS d'hôtellerie. Et donc, il y a une curiosité, voire à la base un syndrome absolu de l'imposteur qui fait que il fallait surmonter. Et le problème, sachant que le mot problème chez moi, c'est pas négatif, c'est juste une question à laquelle il faut répondre. C'est que, donc le problème, c'est qu'à chaque fois que je découvrais quelque chose, un métier, un rôle, un univers, ça m'ouvrait des portes à d'autres. Et c'est peut-être une curiosité absolue, je pense, qui est derrière cette... Je ne regarde pas ça comme une quête à l'excellence ou quête de quelque chose, c'est juste... D'éteindre ce complexe de l'imposteur.
Oui, même pas aujourd'hui, hein, avec un certain âge, je dépasse ça et je regarde. Je travaille beaucoup sur le syndrome de l'imposteur et j'invite les gens à changer le mot parce que c'est le mot qui nous complexe. C'est simplement je suis toujours débutante. Dans tout ce que je fais, je suis débutante. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a dit non, tu n'as pas 10 ans d'expérience, tu as 10 fois 1 an d'expérience puisque aucune année se ressemble. Je n'ai pas la source, mais j'adore. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va te poser des questions un peu sur ton parcours et tes anecdotes, mais aussi sur ce qui t'anime, ce qui te motive et ce sur quoi tu doutes encore et ce qui a été difficile. Et donc, pour ça, tu as droit quand même à un joker. S'il y a une question à laquelle tu ne veux pas répondre, tu peux l'utiliser quand tu veux. Merci beaucoup. Je vais le tenir précieusement. Au cas où. Au cas où. Tu es rentré dans le vif du sujet directement, donc je trouve ça intéressant de creuser un peu quand tu dis que c'était pas forcément une quête de l'excellence. On a reçu un invité que j'ai adoré interviewer ici, qu'on a adoré interviewer, qui est Stéphane Matteux, qui disait l'excellence, c'est pas forcément de tout réussir, c'est de se mettre plutôt dans un mindset de progression. Et donc cette curiosité, cette soif de nouveauté à chaque fois que tu avais, avec le recul, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé à progresser ou ça t'a dispersé? J'en parlais en intro, beaucoup de gens viennent me voir en disant j'ai un parcours trop atypique, j'ai fait trop de métiers, les recruteurs vont pas apprécier. C'est plutôt une force, plutôt une faiblesse avec le recul. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, je vais vous raconter une anecdote, je vais faire très court. J'avais l'impression d'être très dispersée. Je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'allais être grande, parce que bon, c'est difficile d'être grande pour moi. Au moment juste avant mes 40 ans, j'avais ce plafond de verre. J'étais déjà au COMEX d'un des plus grands hôtels sur Paris, grand hôtel sur Paris, et il y avait, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Donc je me dis, il faut que tu passes un diplôme. À ce moment-là, j'avais toujours que le bac de ma petite école en Islande. Et je vais rencontrer quelqu'un, je ne sais pas comment je me suis trouvée là, à la Chambre de commerce de Paris, une espèce de conseil d'orientation pour m'aider à choisir le diplôme que j'allais faire. Et là, la dame que je rencontrais, tellement ça a été particulier que dans mes souvenirs, le personnage est flou. Et elle a descendu mon CV. Enfin, elle m'a fait parler de ce que je voulais faire, mes ambitions. Et donc, moi, j'avais tout préparé et tout. Et elle m'a dit, vous n'avez rien compris, vous êtes à côté de la plaque. Et elle a descendu. Elle me pose des questions sur toute ma carrière. Donc là, à ce moment-là, j'étais dans l'hôtellerie. Elle m'a fait comprendre que derrière les postes, direction opérationnelle, marketing, revenus, réservation, réception, tous ces titres relativement opérationnels, marketing, commerciaux, ce qu'on est venu chercher chez moi, c'était toujours quelque chose de humain. C'est-à-dire que je suis directeur de centrale de réservation, c'était la création d'un cluster de réservation. J'étais directeur vente dans un hôtel. C'était suite à une vente d'hôtel, il fallait reconstruire. Il fallait licencier. Il y avait toujours cet humain en face. Et elle m'a vraiment fait comprendre que ma force était là-dedans. Donc oui, le progrès, oui, la dispersion. Mais aujourd'hui, heureusement, j'étais si dispersée parce qu'une fois que je passais côté formation, coaching, accompagnement, le feedback que j'ai, c'est « Waouh, comment tu arrives à te mettre aussi facilement à notre place alors que j'interviens dans la tech, dans la pharma, dans la finance, dans l'hôtellerie toujours ». Et il y a quelque chose qui me permet de connecter tout de suite avec les problématiques et les enjeux de Alors, ce ce lieu-là. quelque chose, c'est quoi du coup? Donc, tu arrives à connecter avec les gens. Comment tu fais? C'est quoi ton super pouvoir? Je pense que c'est l'observation. Et c'est marrant parce qu'on me dit souvent que je parle beaucoup. À la maison, à la base, je ne parle pas beaucoup. Vous me posez la question à mes enfants. Quand j'ai passionné, oui, je parlais, mais sinon, je ne parle pas beaucoup. Je suis partie une semaine à Barcelone. J'ai dû avoir mon fils une fois parce que je lui ai demandé, t'as oublié ta mère. Je questionne beaucoup. Je suis vraiment comme le gosse de 5 ans qui demande pourquoi le ciel est bleu. Et je suis pénible comme coach parce que je questionne beaucoup. Donc je pense que c'est ça. Donc on revient à la curiosité. Hein. Et avant d'arriver déjà à ce parcours de vie, au moment où elle te pointe du doigt le point commun de tous ces métiers que tu n'avais pas vus,
comment on passe de 20 ans le bac dans une province en Islande au COMEX d'un grand hôtel à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une longue histoire. La réponse courte, c'est accident de voiture. Ok. Je rentrais. Donc, moi, mon avenir des tracés, c'est gymnastique. J'étais jamais j'étais pas à la top. J'étais d'une manière intense, mais j'étais toujours à la 3e, 4e place. Ça, c'est vraiment j'avais un abonnement, je pense. 3e, 4e place. Et donc, arbitre, entraîneur. Donc, je voulais être prof de sport dans un collège ou lycée ou plutôt collège. Et puis, utiliser les vacances pour voyager, être peut-être interprète parce que je suis très bonne en langue. Et un jour, en rentrant d'entraînement, petit accident de voiture très simple, sauf que moi, avec ma petite Skoda, sans appui-tête, j'ai fait ce qu'on appelle le coup de lapin qui, je ne pouvais plus être prise. Donc, c'était l'année de mon bac. Donc, je ne pouvais pas être prise de carrière, enfin, cette carrière-là, ce plan-là, foutu. Et plus tard, j'ai appris que Mike Tyson avait dit tout le monde a un plan jusqu'à son premier coup dans la gueule. Et donc, ça, c'était mon coup de poing. Et du coup, j'avais déjà été fille au père en France à l'âge de 17 ans. Donc, j'avais des attaches avec la France et j'avais un petit français phonétique. Et puis, ma sœur, à cette époque-là, vivait en France. Vit toujours en France, mais vivait en France. Et donc, c'était la facilité. J'ai attendu ma meilleure amie pour qu'elle moi, j'ai fini mon bac. J'ai attendu que ma meilleure amie termine son bac un semestre plus tard. Et on est venu avec un sac à dos. Et pour terminer l'histoire, arrivé en France, quel univers autre que l'hôtellerie voulait de moi avec mon français très médiocre à l'époque. Donc, ça commence à Disney. Et après... cette curiosité, je fais du parc de Disney, je découvre l'hôtellerie, je fais réception, je fais réception sur l'aéroport de Charles de Gaulle, je vais sur Paris, et donc chaque fois réception, c'est quoi réservation, c'est quoi commercial, et à chaque fois ça s'est passé comme ça. Donc à peu près 12 à 18 mois par poste. Et comment ça se fait que les personnes à chaque fois elles te mettaient dans un poste de plus en plus haut pour arriver jusqu'au COMEX? Tu travaillais plus, tu étais plus curieuse? Je suis très, très bosseuse. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à moi assez facilement. J'ai mis beaucoup de temps à assumer la valeur travail, c'est-à-dire assumer la valeur travail. Elle était toujours à moi, mais je ne me donnais pas le droit de crier sur les toits. Ma valeur travail, elle est aussi importante que la valeur famille. Et donc, je pense que c'était le côté bosseur. Et un de mes une de mes directrices générales, quand elle m'a proposé un poste où moi je me dis mais j'ai aucune connaissance capacité, je te connais, tu as 60%, on est d'accord, mais moi je sais qu'en 4 mois tu as récupéré les 40%. Et un autre directeur qui m'a demandé de partir d'un hôtel, venir dans un autre, il me propose un poste et moi je dis banquier, opération banquier, je connais rien. Il me dit, t'inquiète, j'ai quelqu'un, un spécialiste à tes côtés, mais je veux que toi, tu sois à la tête. Donc, je pense que le mot-clé, c'est confiance. Moi, je fais facilement confiance, peut-être trop facilement confiance. Et il y a quelque chose qui fait que les gens me font confiance de combler le gap. Alors, ce quelque chose, tu disais une première clé, c'est on voit que tu es bosseuse. Les gens se font souvent une idée dans l'entreprise qu'il y a beaucoup de diplômes, donc c'était moins ton cas, et de copinage ou de politique ou de coups bas. Est-ce que tu as dû vivre à travers ça? Est-ce que tu as dû naviguer à travers ça? Est-ce que c'est une fausse idée? Est-ce que ça dépend des endroits? Alors, naïvement, j'ai l'impression d'avoir eu de la chance. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vraiment changé du monde et j'ai basculé dans l'éducation supérieure. Donc, dans l'entreprise où moi je travaillais, il y a vraiment, peut-être parce qu'il y avait le lien avec l'hôtellerie-restauration, il y avait vraiment une bienveillance, une collaboration extraordinaire. Et après, j'ai côtoyé d'autres mondes. Et puis, quand j'ai commencé à coacher, je me suis dit, mais les gens, ils souffrent au travail. Je savais que chez moi, dans l'hôtellerie-restauration, moi, le problème, c'était qu'on était tous des passionnés de ce qu'on faisait, avec une vocation, donc on donnait tout, on donnait trop, et donc on ne prenait pas soin de nous. Ça, c'est le constat que je fais dans l'hôtellerie et restauration. Et après, quand je découvre d'autres mondes,
les gens, ils souffrent, les relations ne sont pas bonnes, les rapports sociaux ne sont pas bons, et ça a été un peu la surprise. Donc, les coups bas, j'ai pas envie de dire coups bas, la politique. La politique, et aujourd'hui, ce que j'aide mes clients à naviguer, c'est la politique des entreprises. Vous avez beau avoir un organigramme, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait l'organigramme, et après, je dis, OK, maintenant, on fait un autre, et c'est l'organigramme du pouvoir. Donc, la politique, oui. À la base, pas forcément des coups bas, il y en a. On dit que, par exemple, dans l'hôtellerie, on dit qu'il y a un client sur 100 qui est vraiment de mauvaise foi. Et moi, une de mes dernières directrices générales me disait, tu as le droit de foutre un client par an dehors. Sans aucune raison, sans aucune explication. C'est ton quota. C'est mon quota, je l'ai fait une fois. On peut savoir ce qu'il avait fait? Ou elle avait fait? Bon, à prescription, hein. Il y a prescription. Se balader nu dans le lobby, ouais, ça le se fait pas. Enfin, nu, sur le peignoir. Mais quand même, ça le fait pas. Ça le fait pas. Clin d'œil. Ça, tu l'as fait, toi, pourtant, plusieurs fois. Hein. Comment? Ne me lance pas des réputations comme ça. En fait, ma théorie, qui n'est pas sourcée scientifiquement, moi, je pense que beaucoup de situations, même d'harcèlement et autres, elles viennent d'un mal-être. On dit toujours, on dit aussi dans l'harcèlement scolaire, par exemple, que l'harceleur est souvent aussi, voire plus malheureux à la base que celui qui se fait, que la victime. C'est difficile de le dire comme ça. Et moi, je le regarde, et c'est pour ça que moi, je me prends de passion d'accompagner les managers et les dirigeants, parce que on va toujours dire, s'il y a une mauvaise ambiance dans la boîte, c'est à cause du manager. On dit toujours, oui, on ne quitte pas une entreprise ou un poste, on quitte le manager. Mais qui s'occupe du manager? Qui aide le manager? Donc, je vais tenter je ne vais pas aller sur les coups bas. Ça existe. Moi, j'en ai pas, à ma connaissance, j'en ai pas vécu. La mauvaise foi, oui, et le mal-être aussi. Ce que tu dis, c'est donc qu'on peut réussir en restant droit dans ses bottes et monter comme ça dans une entreprise par la... Ouais, il faut avoir de l'influence. Il faut savoir jouer de la politique. Beaucoup d'observations. Qu'est-ce que tu observes principalement? Les que tu cherches à voir? Les comportements, la dynamique, quand on est dans une pièce, qui parle après qui écoute facilement qui veut quoi, c'est quoi l'agenda caché de chacun. Alors que c'est respectable, hein. Chacun a son agenda perso et on peut le respecter. Maintenant, c'est intéressant de le connaître, donc qu'il soit plus caché. Tu as développé 2 modèles différents que tu utilises comme outil pour aider dans l'accompagnement des managers. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, quand toi tu dis 2, tu penses auquel? Parce que là, je me disperse toute seule dans ma tête. Strive to Perform et Heroic. Ok. C'est les 2 que j'ai trouvés. Donc, Heroic est à l'intérieur de Thrive to Perform. Alors, Thrive to Perform, donc déjà, j'adore parce qu'en français, on me dit, ouais, Kruma, t'as un super modèle, Strive to Perform. Et un autre qui dit, tu connais le modèle de Kruma, Try to Perform. Donc, je dis, oula. Donc, Thrive to Perform and Perform to Thrive, ça veut dire simplement, en bon français, s'épanouir pour performer et performer pour s'épanouir. La science nous montre, et moi, mon expérience, elle colle bien avec la science, c'est qu'on a besoin de s'épanouir pour performer. D'accord? Et là, dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de happiness officer, happiness ceci, well-being ceci, baby-foot, glace à la cantine. Je ne suis pas du tout sur ce côté-là. Il faut aussi performer, s'épanouir pour performer et performer pour s'épanouir. Donc, ce modèle, il est basé sur plusieurs théories, dont la théorie de l'autodétermination, qui date des années 2000. Et donc, c'est 2 chercheurs, Deci et Ryan, qui disent qu'on a besoin de 3 choses pour vivre. Donc, c'est l'autonomie, la compétence et la proximité. Et moi, j'aime bien les choses concrètes. Donc, moi, je les présente en 4 parties. Autonomie toujours. Responsabilité, on a besoin de se sentir en responsabilité, responsable de quelque chose, sinon on ne peut pas, on périt quoi, on ne peut pas s'épanouir. Les relations et la reconnaissance. Et donc tout ce que je fais, ça doit répondre d'abord aux besoins de développement du leadership. Ça c'est vraiment c'est comme ça que je me canalise par la dispersion. Et ensuite, je vais accompagner les gens dans ce programme qui est aussi bien
face à face, personne, en groupe, et aussi en ligne avec une application et un coach virtuel. Donc le but, c'est de permettre aux gens d'apprendre à se connaître, parce que c'est uniquement si je me connais que je peux me gérer. Si moi aujourd'hui je me connais, je sais que je suis très curieuse et je veux jouer. Le fameux FOMO, c'est vraiment moi, Fear of Missing Out, oh là il y a un nouveau jeu, il y a un nouveau truc, je veux absolument jouer. Donc moi, maintenant je me connais, donc je peux dire stop, Kruma, stop là. C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu gagnes? Quand je dis que tu gagnes, c'est pas égoïstement, mais par rapport à ton activité, ton business, ta vie, est-ce que c'est raisonnable d'y aller ou pas? Et comme ça, je me canalise et ça, c'est ce que j'apprends à faire aux personnes. Et une fois qu'on a appris à se connaître, appris à se gérer, et c'est là où ce côté observation devient extraordinaire parce qu'on passe à la capacité d'observer l'autre. Et à partir de là, le leadership, il est magnifique parce qu'on arrive à gérer ses relations. Donc ça, c'est le modèle Thrive to Perform. Et juste avant que tu nous parles d'héroïque, je me demandais si, d'après ton expertise et ton expérience, c'est universel ces 4 piliers. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui paniquent à l'idée d'avoir une certaine responsabilité? Est-ce qu'il n'y en a pas pour qui ça colle moins d'être autonome et ils sont épanouis en étant guidés? C'est vraiment universel ou il y a des cas particuliers? Merci de poser la question parce qu'il y a quelque chose que j'en parle beaucoup, c'est l'interdépendance. D'accord? Déjà, ces éléments sont interdépendants. C'est pas je dois être 100% autonome pour ensuite être en responsabilité. C'est pas comme on parle parfois de la pyramide de Maslow. Il faut ça, non, pas du tout. Et en fait, on est né dépendant. On n'a qu'une envie, c'est être indépendant. Et le seul qui réussit, c'est ceux qui comprennent l'interdépendance. Donc, je ne suis jamais... je peux qu'être autonome en relation avec les autres. Et je peux que me sentir responsable en relation avec les autres et aussi ayant une certaine reconnaissance. Donc, chacun va avoir son degré d'envie, de besoin. Je pense qu'on a tous des envies différentes, des besoins différents. Donc oui, la responsabilité peut faire peur, mais qu'est-ce que responsabilité? Me sentir utile. On le voit très bien, et il y a je ne sais pas combien d'études sur la retraite. Quelqu'un qui a toute sa vie été avocat ou pilote de ligne, tout à coup, il passe à retraité. Il perd son sentiment de responsabilité, son sentiment de relation avec son ancien métier. Et on dit la déprime et voire pire, les décès juste après, dans l'année après le passage à la retraite. Moi, je pense que c'est un lien. On perd son utilité. À quoi je sers? Donc, on a besoin de ça. Donc, nuancer ma réponse, mais plutôt... oui, on a tous besoin de tous ces éléments. Donc, tu es pour la retraite à quel âge? Moi, 102 ans. 102 ans. C'est quand je quitterai ce monde. J'ai décidé de vivre jusqu'à 102 ans. Très bien. Et je me donnerai tous les moyens. Comment tu fais pour te donner tous les moyens? Dormir. Je vais cliché, faire en sorte que je sois autonome, donc physiquement, techniquement, santé. Chérir les relations. Aller chercher de la reconnaissance, et c'est pas briller, hein, mais aller chercher de la reconnaissance dans les relations. Et là, je pense que j'ai placé les 4. Oui, être responsable aussi. Ok, et justement, c'est un des sujets principaux sur lequel tu coaches, qui est si j'ai bien compris, comment vivre sa carrière tout en vivant pleinement sa vie. Comment tu vois ces choses-là? Comment tu équilibres les deux avec ce côté carriériste et ce côté bien-être et développement personnel? Alors, on ne peut pas être à 100% partout. D'accord. Il faut l'accepter. Si vous creusez les carrières ou la situation de grande ce monde, okay, vous allez trouver quelqu'un qui a été brillantissime dans son domaine. Vous allez creuser un peu dans sa vie, il va avoir des hicks. D'accord? Et il y en a d'autres qui pensent qu'ils doivent sacrifier la carrière pour être bien dans la vie. Moi, je suis persuadée qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a des scientifiques comme Martin Seligman qui travaillent là-dessus depuis très 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 longtemps et qui nous présentent l'impact quand on a une bonne carrière. Une bonne carrière, c'est pas carriériste monter les échelons. Hein.
Ouais, d'ailleurs, si vous regardez ma carrière, elle est rarement comme ça, hein. C'est à droite, à gauche, en arrière. Un des fondamentaux du bonheur, c'est d'être occupé et actif. Donc actif physiquement et occupé le cerveau. Donc tout va être sur mesure, que je sois en groupe, en entreprise ou avec des clients individuels, on va les creuser, ceux qui veulent vraiment. Et ceux qui veulent vraiment, pour beaucoup, ils le savent pas. Et une fois qu'ils commencent à le trouver, ils ont du mal à l'avouer. Donc, celui qui est arrivé en COO, CTO ou CMO, enfin, là, dans ce qu'on appelle la C-suite, le niveau exécutif, il pense qu'il faut absolument qu'il devienne le CEO ou le COO par la suite. Mais quand vraiment on creuse ce dont ils ont envie, typiquement, peut-être quelqu'un qui est plutôt orienté opération tech, il ne veut pas devenir un leader agnostique, il veut vraiment continuer dans la technologie, dans ça. Et après, on va travailler sur ça parce que c'est ça qui va l'épanouir. Et après, on va regarder son système autour. Qu'est-ce qui le nourrit? Quelle activité le nourrit? Qu'est-ce qu'il... je cherche mon mot en français, draining en anglais. Qu'est-ce qui le vide de son énergie? Et on va creuser ça. Quand je dis énergie, c'est pas les trucs spirituels, hein, mais c'est juste à la fin de la journée. T'es fatigué, ok, raconte-moi ta journée. Ok, pense maintenant à une autre journée où tu sortais de travail, tu étais bien, tu rentres à la maison, tu es super bien, tu es prêt et tu es bien pour passer le temps avec les enfants, avec le chien, avec les copains, partir courir. Elle décommence cette journée. Et quand on aura identifié la journée qui va bien, on va se dire, ok, tu peux pas toujours y être. Donc l'idée, c'est que au moins 40% de ton temps, tu es vraiment dans ta zone de confort qui fera que tu peux surmonter, gérer les 60% où tu dois faire des choses qui ne te plaisent pas, faire des choses qui sont difficiles, prendre des décisions qui impactent des milliers de personnes. Et c'est comme ça que petit à petit, on va trouver l'équilibre. C'est un sacré boulot, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande à ce que la situation d'aujourd'hui soit plus pénible que celle qu'on imagine. Ça revient finalement à nouveau, je reviens sur ton concept d'observation, de se connaître et se dire, ok, quand là je suis performe, Toujours. là je performe pas, là je m'épuise. Toujours. Donc s'observer soi-même. Ouais. Et Connaître équilibré. les biais. Si vous, par exemple, avec mon collaborateur, on était en salon la semaine dernière, on est tous les deux plutôt ce qu'on appelle l'introverti social. C'est qu'il y a un moment où la foule, le brouhaha, on était dans un salon, il y avait 70 000 personnes, c'était vraiment quelque chose. Et puis, on a fait un plan. On n'allait pas participer à tous les événements, même si là, il y avait... j'étais comme ça parce que je voyais que tout le monde, je ne comprends pas comment ils y arrivent, ils sont sur le pont, ils sont dans les soirées le soir, ils sont dans les extras le matin. Eh ben, nous, la veille de notre grande journée, on avait notre stand, on est resté à l'hôtel, on a mangé... j'ai pas donné la marque, on a commandé à manger. et on était partis chacun de ce côté à dormir à 21h, quoi. Parce qu'on se connaît et si on veut être en forme, si on veut avoir cet équilibre, il faut préserver son cerveau, son corps, sinon on ne performe pas. Et puis le lendemain, pitch de 7h30 à 18h non-stop, sans manger. Enfin, j'ai mangé un burger sur le moment, sur le pouce. Et j'ai même des photos où je pitch et j'ai la moitié du burger dans la main. C'est chic. C'est un burger de graines de chia pour vivre jusqu'à 102 ans, celui-là, ou pas trop? C'est ça, absolument. Mais pour dire que, enfin, je place ça aussi pour dire que c'est pas une espèce de vie sacrée où justement on mange que de graines de chia et on médite 40 minutes par jour. Non, c'est pas ça. Si ça nous convient pas. D'ailleurs, un de mes exercices de stop, je l'ai créé pour des opérationnels qui ne sont pas attirés par la méditation. C'est génial la méditation, c'est extrêmement bénéfique. C'est pas pour tout le monde. Je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça libère pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une bonne connaissance de ce qu'on devrait faire. Et après, c'est un peu... Il y a ce gospel de je vais me lever à 5h du matin, méditer, écrire, prendre une douche froide, regarder le soleil. Voilà ce que tu Pas fais. avec moi. Et effectivement, finalement, le développement personnel devient une injonction impossible à tenir pour beaucoup. Et donc source de culpabilité et de syndrome de l'imposteur. Et ce Absolument. que tu dis, c'est il faut faire les choses bien au moins à peu près la moitié du temps. Et
C'est créer de la ça, résonance pour le reste. c'est ça l'équilibre. C'est l'équilibre avec moi-même. Si moi j'aime bien le bon vin et j'arrive à gérer ça, parce que évidemment les addictions c'est pas bien et on a beaucoup alors je m'appelle plus de chiffres, mais le baromètre de la santé de dirigeants est sorti là. Il y a le BPI qui a sorti ça là il y a un mois. Les addictions chez les dirigeants, chez les entrepreneurs, c'est terrible. C'est terrible. Et ils dorment il y a plus de 80%, alors je vérifierai mes chiffres, hein, mais plus de 80% des dirigeants qui disent qu'ils dorment moins de 6 heures par nuit. C'est terrible. Et certains, parce qu'ils pensent. Ils pensent que le présentéisme, par exemple, c'est terrible dans les petits bureaux. L'entrepreneur qui pense, le dirigeant qui pense que lui doit être là avant tout le monde et qu'il ne peut pas partir avant que tout le monde est parti, qu'il doit être sur toutes les affaires. Non. C'est nous, le asset, l'actif le plus important pour la boîte, c'est pas le dirigeant, hein, c'est pas le produit, hein, c'est la santé du dirigeant. Alors, quand tu regardes tout ce que tu as fait, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Qu'est-ce qui reste quand tu regardes un peu dans le rétroviseur de ton parcours? Ce qui me rend la plus fière. Pas une chose en particulier. Je suis très prudente de nature, on dirait pas. Ok. Je suis très prudente de nature. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Tu veux un deuxième joker? Non, c'est d'avoir osé, d'avoir pris des risques. Alors, fière et honte. Ça peut aller ensemble? C'est toi qui vas nous dire. Anecdote. À l'an 2002, je ne sais plus exactement. J'ai été envoyée dans une espèce de camp de potentiel, machin truc pour l'entreprise pour laquelle que je travaillais. Et là, on était dans 3 jours, 16 potentiels talents du coup, qui avaient été malmenés. On avait un babysitter. Et moi, j'avais un babysitter. Et qui s'appelle Gilles Mulder, si je peux le dire. Et à la fin de cet événement, je lui ai dit, monsieur, un jour, je travaillerai pour vous. 12 années plus tard, donc c'était dans le groupe pour lequel je travaillais, 12 années plus tard, j'ai son assistant, son adjointe à lui qui m'appelle, et c'est là, vient là un peu la honte, qui m'annonce qu'elle est enceinte. Et avant de lui dire félicitations, j'ai dit je te remplace. et je l'ai fait. Et les dents qui rayaient le parquet là. Et donc le 1er février 2013, j'ai commencé à travailler pour ce monsieur 13 ans après. 12-13 ans après, je commence à travailler pour ce monsieur. Donc il y a une fierté de persévérance et puis de saisir l'opportunité, parce que aussi tout le monde m'a pris pour une dingue, hein, parce que j'ai quitté un poste, parce qu'on a beau être dans la même entreprise, enfin dans le même groupe, entité juridique séparée, tout ça. J'ai quitté un poste rêvé, COMEX, beaucoup de responsabilités et vraiment un poste dans lequel je m'éclatais, pour un remplacement de congé maternité de quelques mois, donc un CTD complètement avec des conditions rien à voir. Et j'ai eu raison. On t'a dit qu'on te poserait beaucoup cette question aujourd'hui, donc dans quel but? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu chez cette personne? Parce qu'on parle souvent de saisir les opportunités, d'avoir du courage, mais à quoi on reconnaît une opportunité? Et celle-là, alors, il y a deux choses dans le... Est-ce que c'est par rapport au monsieur à qui j'ai dit oui, je veux travailler pour vous? Je ne peux pas l'expliquer. C'est une... je pense que c'est le côté peut-être coaching, parce que pendant 3 jours ou 4 jours, je ne m'appelle plus, on était tous accompagnés, hein, et donc évidemment, enfin, on discutait, et il y avait une espèce de je t'aide en ne t'étends pas. Je suis là, mais tu te débrouilles. Un mentor. Donc, oui, mais le mentor transmet des informations, de la connaissance. Donc là, c'était plutôt je crois en toi, alors qu'il ne me connaissait pas. Je crois en toi, tu vas y arriver, mais par ta propre force. Donc débrouille-toi. Le vieux sage en haut de la colline, en fait. Ouais, Yoda. il n'était pas très vieux à l'époque, il est toujours pas vieux. Et c'était pareil, quand j'ai travaillé pour lui pendant quelques années, il y a eu cette confiance, mais avec un challenge, une exigence énorme. Donc il fallait que moi, toujours, que je sois à la hauteur et que je prouve. Dans la biographie, j'en ai pas parlé, mais là, on va en parler.
Aïe, aïe, aïe. Je Euh, tiens le joker là. Tu m'as dit que tu été censé faire un bilan comptable de ta société et qu'à la place, tu as écrit un livre. Est-ce que Faut pas que ma comptable. Elle parle pas français, ma comptable, heureusement. on mettra les sous-titres en anglais. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de curiosité ou est-ce qu'à un moment donné, on doit parler de troubles de l'attention? Est-ce qu'on doit parler de autre chose qui t'anime, qui fait que tu vas tout le temps te rajouter des surcouches de travail à des moments où tu n'es pas obligé? C'est de la passion, c'est quoi? Tout ce que tu as raconté là. Tout. Un mélange de tout ça. Tout. Ouais. En fait, c'est l'urgence. Et je le raconte. D'ailleurs, il y a plus que ça. C'est-à-dire que le premier bouquin, je fais ça parce que je sais que tu les as à côté de toi. Donc, le premier bouquin, il est sorti en décembre 2024. Et c'est le premier, comme c'est marqué volume 1. Donc, ils sont en anglais les deux. Ils sont en traduction là, presque finis. En islandais et français. Et donc, l'idée, c'était un bouquin par an. D'accord? Donc, le premier bouquin, c'est connaissance de soi. Le deuxième, c'est gestion de soi. Le troisième, c'est connaissance de l'autre. Et le quatrième, c'est gestion des relations. Et donc, j'aurais dû cet été travailler sur le volume 2. Bon, il est dans ma tête, hein, il est très clair. Et ensuite, j'ai été assez challengée par rapport au travail que je fais sur les fameuses compétences psychosociales. Et il est venu une espèce d'urgence. Il est venu une espèce d'urgence où j'avais fait, donc j'avais des cours de leadership et compétences psychosociales. On me donne pas assez d'heures. On me demande à l'entreprise de venir en 90 minutes faire un miracle. Donc, hop, je crée l'application. Je fais l'application. Je commence à travailler avec les jeunes et les moins jeunes en entreprise et à l'école. Et là, on me dit, mais t'as pas un truc qu'on peut jouer avec? Ok, je fais les cartes. Voilà, ces cartes-là. Et puis, les cartes sont sorties, ça commence à marcher. Là, on me dit, il est où le guide? Donc, il y a une espèce d'urgence, aussi bien par rapport à ce que moi j'aime et la situation, entre guillemets, dans la société. Moi, je veux contribuer à sauver le monde, hein, ça, c'est sauver l'humanité. Et donc, tout ce que tu as mentionné là. J'ai jamais eu un diagnostic, mais je pense que même si quelqu'un regarde ce podcast, il faudra faire un premier diagnostic. Mais c'est sûr. Oui. Tu veux sauver l'humanité de quoi? Alors, moi, je m'inscris dans plusieurs choses. Donc, déjà, il y a cette croyance qu'on n'a pas besoin, on peut réussir sans s'y laisser sa peau. Donc, ça, c'est ma croyance absolue. Et j'aime bien en français, on peut utiliser le côté peau parce qu'il y a vraiment ce côté physique. Dans les autres langues, en anglais, c'est success, not sacrifice. Donc, c'est pas aussi parlant. Et si on part un peu côté santé mentale, donc moi, je m'adresse aux dirigeants, leaders, futurs, dans l'éducation supérieure et dans les entreprises. Il y a un objectif, donc la santé mentale, ça va pas, on le sait, et il y a beaucoup de superbes choses qui sont faites pour les petits maintenant, et aussi qui sont faites pour, j'aime dire, côté correctif, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus de psy, accès aux psy, il y a de la prévention, mais où est la promotion? C'est différent. La prévention, on l'a fait dans un quartier à risque ou dans un métier à risque. On peut dire que les dirigeants sont un métier à risque. Donc moi, je suis sur la promotion. Il y a un des objectifs de l'ONU de développement durable. Il y a l'objectif 3 qui est santé et bien-être. Et quand vous regardez derrière, il y a réduire la mortalité de maladies non communicantes, qui est de 30%. C'est quoi les maladies non communicantes? Vous savez ce que c'est? Celles qu'on ne voit pas de l'extérieur? Dépression et suicide. Oui. Et je suis désolée de le dire, mais quand on regarde le nombre d'entrepreneurs, le nombre, surtout dans nos métiers, les chefs, il y a une épidémie réelle. Qui passe à l'acte pour des soucis de cessation de paiement, pour des difficultés en tout genre. Hein. Donc là, je vois un petit peu le côté noir. Moi, je milite pour que... En bref, ce que je pourrais dire, je milite pour que toutes les entreprises, toutes les écoles intègrent le volet santé mentale dans leur formation de leadership. Alors, ça, c'est simple. On sait que c'est un problème de plus en plus grave, notamment depuis le Covid, l'arrivée des réseaux sociaux, pour plein de facteurs. La dépression et les tentatives de suicide ou réussite de suicide chez les jeunes augmentent. Le nombre de gens qui veulent être entrepreneurs augmente. Le nombre des indépendants qui sont plus à risque.
Quel conseil tu peux donner? Parce que c'est paradoxal, tu disais tout à l'heure, quand je regarde les gens qui ont beaucoup réussi, ils ont souvent fait des sacrifices. Donc comment on s'y retrouve si on veut avoir une super carrière, mais qu'on ne veut pas aller dans la dépression? Alors, moi, j'ai envie que, je reprends tes mots, j'ai envie que les gens qui réussissent puissent dire, j'ai fait des efforts, j'ai pas fait de sacrifice. Ça, c'est mon envie. Après, je Quelle vais est la différence? Je vais au bout, hein, parce que je pense que le concept est l'effort, important. il peut être important, mais si ça, c'est une ligne, sur la table, il y a une ligne. Si là, il y a l'effort extrême, hein, regardez les sportifs de haut niveau. D'accord? On peut avoir des blessures. D'accord? Mais normalement, le sportif de haut niveau, il va tout faire pour se protéger, pour pas rompre le tendon d'Achille. Parce que s'il rompt le tendon d'Achille ou des ligaments importants, la carrière, c'est fichu. Même si aujourd'hui, il y a des superbes choses qui se font. Donc, on va être un peu borderline. Parce que l'effort, on a dit, s'épanouir pour performer pour s'épanouir, il faut l'effort. Et aujourd'hui, le goût de l'effort chez nos jeunes, un peu, en tout cas, je sais que ma génération de parents, c'est de notre faute, hein, on a abîmé le goût de l'effort. Le goût de l'effort et la tolérance à la frustration. Donc, dans l'effort, il y a frustration, il y a peine, il y a blessure, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas de destruction des liens familiaux, il n'y a pas de destruction de ma santé, il n'y a pas de destruction de ma santé mentale, il n'y a pas de destruction de mon entreprise. Donc, c'est très fin, mais c'est là. Ouais, Il y a ça me parle, un spectre entre la flemme et le sacrifice ultime du dirigeant héros. Et dans le spectre, il faut être plutôt à droite, mais pas non plus complètement... D'où la connaissance de soi. D'où la connaissance de ses soi. limites. Je vais reprendre l'exemple de la semaine dernière où j'étais en salon. Si j'avais été, comme beaucoup, en sprint, typiquement les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui vont à fond dans le truc. Si moi, j'arrive, je prends un vol tôt dimanche matin, il y a plein d'événements, tout excité, c'est génial, c'est nouveau, c'est la première fois pour moi, je suis accompagnée par Business France, je rencontre Women in Tech qui m'intègrent sur le champ dans leur groupe. Porte des drapeaux d'Islande, enfin, il y avait de quoi, juste c'était extraordinaire. Si j'avais continué comme ça toute la semaine, le jeudi qui était notre tour, j'aurais plus de voix, j'aurais peut-être pas une tête présentable. Donc l'effort, il est là, et après à un moment il faut dire là stop, Crémin. Là, techniquement, physiquement, tu n'as pas les moyens de continuer à cette vitesse-là. Va te reposer, mange bien et dors. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas faire parce qu'on ne leur a jamais appris à le faire. Le burn-out, ce n'est pas une maladie des faibles. L'épuisement professionnel, en bon français, c'est une maladie des forts qui n'ont pas su s'arrêter. Et j'ai envie, pardon pour la réponse longue, tu as parlé de Covid. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Moi, mon master, parce que j'ai fait tout à l'envers, j'ai fait le master à 47 ans, ma thèse de master, c'était sur j'ai fait la relation entre l'approche du travail, à savoir si on regarde le travail comme une vocation, comme une carrière ou comme un job alimentaire, et l'exténuation émotionnelle. Je ne pouvais pas dire burn-out parce qu'à l'époque, c'était encore tabou. Et donc, je l'ai fait sur les directeurs dans l'hôtellerie. Sur 213 participants, 89 est en burn-out et on était en 2019. Donc 15%, donc 89% des participants en burn-out. Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Donc 15% en burn-out sévère. Donc j'étais devant mes chiffres et je ne savais pas qui ils étaient, mais j'avais qu'une envie de partir, à les prendre dans les bras en disant je m'occupe de vous. Tous encore boulot. Oui, parce que ce qui est dur avec ça, c'est que c'est un syndrome par palier, quoi. Donc il y a des paliers où on est très fonctionnel et donc on ça, ne on rend pas est compte. 2019. On sait tout ce qui s'est passé dans l'hôtellerie-restauration pendant le Covid. Donc évidemment, ça s'est aggravé, c'est terrible. Maintenant, ce n'est pas un phénomène post-Covid. Ce n'est pas un phénomène dû au Covid. De fond lié à nos modes de vie actuellement. Ouais. Et alors, c'est paradoxal parce que tu dis, du coup, il faut naviguer entre l'effort et avant l'exténuation. Donc, c'est prendre des risques. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ça me parle parce que plus je me connais, plus j'arrive à faire ça. Ouais. Et aussi, si ma base est haute, si je suis dans une phase de ma vie
où je dors bien, je fais bien du sport, je mange bien, je peux aller chercher et j'ai la capacité de reculer et dire là, tu es presque au bord, attention. Et j'ai capacité de me regarder, de m'observer. Et dans des phases où on est moins bien ou plus jeune, on ne sait pas trop en fait à quel endroit ça casse. Et au bout d'un moment, quand on est proche de la limite, on ne se regarde plus. J'adore Donc cette question. on est dans le danger. Alors, en fait, dans l'entreprise et un côté perso, quand ça va pas, on va analyser. Pourquoi? On parlait de la question pourquoi tout ça. Pourquoi pourquoi ça? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça? Quand on est entrepreneur ou quand on est chef d'entreprise, on a, là en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont les scores. Google 4.5, 4.9, je sais plus, c'est sur 5 Google. Booking.com, c'est sur 9, je sais plus, 10, je sais plus. Et donc on est obsédé par ça. D'accord? Et quand on a un mauvais score, on va chercher le coupable, on va chercher soit le produit, la qualité du produit, ou l'employé qui n'a pas bien fait son travail, on va chercher. Quand tout va bien, quand vous avez une superbe performance, vous gagnez un contrat extraordinaire, vous analysez? Vous posez sérieusement pour analyser, pour dire qu'est-ce qui a fait que j'ai gagné ce contrat, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment je dors bien, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment j'arrive à faire le choix entre, prendre la pomme, le du gâteau. On fait ça jamais. Et c'est ça, cette navigation entre donc d'ailleurs le héroïque, cette navigation entre donc l'espoir et l'espoir et l'impuissance, c'est le hope et le helplessness. C'est que quand je suis dans un mode ou un moment où j'ai beaucoup d'espoir, il faut que je le comprenne. Comme ça, quand je dérive vers l'impuissance, je peux encore dire stop. Ok, stop. Là, tu es en train de dériver, Kruma. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, c'était comment l'espoir? Et donc, avec une capacité de ne pas aller se morfondre en disant oh, c'était mieux quand j'avais de l'espoir. Non, c'est dit ok, je me rappelle des sensations et je me dire c'est quoi le premier plus petit pas possible maintenant que je remonte la pente. Et pour réussir à faire ça, il faut avoir eu l'éducation et l'entraînement de l'autre côté. Donc c'est ça, faut une période de référence, quoi. Ouais, oui, bingo. Je pense que je te citerai période de référence. J'ai jamais utilisé ça comme ça, je prends. Ce que je comprends donc, si je dois résumer l'idée, c'est que on se remet tout le temps en question quand ça va pas, et en fait la clé, c'est de se remettre en question quand ça va, comprendre pourquoi ça va, et s'en rappeler au moment où ça va pas. Ouais. Okay, qui est l'opposé de ce que nous avait dit un DRH de grand groupe qui disait si vous me voyez pas, c'est que ça va. Qui vient régler les incendies après incendie. J'ai beaucoup entendu, ouais. Et voilà, c'est un classique dans le grand groupe. Ouais. Qu'on ne citera pas. Salut. Ce que je te propose, c'est de faire un petit jeu avec Mister Pedro Canali, joueur de poker, qui lui aussi est très bon en observation. Il va falloir que tu trouves 2 anecdotes, une qui vient de ton passé et l'autre qui vient de ton imagination, une anecdote fausse et complètement fausse, et de les annoncer toutes les deux comme des vérités dans l'ordre que tu veux. Et notre joueur de poker ici, Fin Limier, va essayer d'identifier je sais pas mentir, moi. Laquelle est... Ça l'arrange. Donc voilà, je regarde Pedro. Je regarde Pedro. Pour mes 50 ans, pour l'année de mes 50 ans, j'ai gravi 50 montagnes. Et la deuxième, c'est que j'étais danseuse dans le Rocky Horror Show il y a très longtemps, en 91. Ouais, c'est précis les deux. Vous connaissez le Rocky Horror Picture Show? Oui. Ouais, donc vous imaginez. Très bien, oui. Et puis vous connaissez l'Islande? Je suis islandaise, les montagnes. On va bien rire dans les deux cas. Oui. Ouais, moi, je préfère les anecdotes à savoir si je réussis ou si je réussis pas à chaque fois. C'est un super moment. Je vais suivre mon premier instinct. Je pense que le premier est vrai. Tu as gravi 50 montagnes. Non. Non? Bon, bravo. Et c'est un peu une... ouais, donc j'ai vraiment été danseuse dans le Rocky Horror Picture Show. On a raté ça dans ta bio. Comment c'est arrivé? C'était chouette. C'était chouette, hein. C'était au lycée. C'était en 91. Et c'était extraordinaire. C'était... oui, c'était une aventure bon, ça, on avait des crédits, donc je pouvais rater des cours et aller au théâtre. Mais non, c'était vraiment une expérience. C'était dans un vrai théâtre, le théâtre central de Reykjavik. On a fait salle comble pendant je ne sais pas combien de soirées. Et le garçon... Quel personnage? J'étais danseuse.
J'étais danseuse, donc le Rocky Horror Picture Show, si tu n'as jamais vécu cette expérience, il y en a encore, hein. C'est vraiment culte. Je crois qu'ils Il y a jouent les tous les jours à danseurs. Paris encore. Hein. Ouais, il y a des danseurs bon, sur les côtés dans la salle. Donc on se mélange on fait éruption. Et le garçon qui a Oscar, le garçon qui a joué le rôle principal, il est devenu la star, la première pop star d'Islande. Et il est toujours Ah ouais, mon copain énorme. de l'époque. Et pour les 50 montagnes, montagnes, comment ça t'est venu? Parce que c'était hyper c'est crédible. parce que ça m'énerve. Ça t'énerve. Parce que les Islandais, ils sont vraiment, je les adore, c'est mon pays, c'est ma patrie. Il y a une espèce d'exigence à tout bien faire. Et donc moi, j'ai eu 50 ans il y a quelques années, il y a 2 ans. Et j'ai vu que toutes les copines, tous les copains, c'était 50 ans, 50 montagnes. Je dis, ok, bon, il y a des petites montagnes en Islande aussi, hein, c'est pas Mont Everest. Et il y avait une injonction. Donc moi, à un moment, je me dis, j'aurais pas fait Donc il y a vraiment un moment de culpabilité, de honte, de nullité. On se dit, pour me dire, moi je suis islandais, je vais avoir 50 ans, toutes mes copines auront fait 50 montagnes et moi non. Et là, même là, il y a un petit... Et tu as dû travailler sur toi pour accepter de ne pas le faire. Ouais. Et ne pas avoir fait le Ironman, et ne pas... En France, je crois qu'on fait 50 ans, 50 fromages. Je préfère. Tu je peux encore prends. rattraper ça. Si tu veux. Je prends. Il faut le je faire avec prends. un peu de retard. Voilà. Et puis, à un moment, je l'ai presque dite, et elle est vraie. Mon avant-dernière voiture, je l'ai achetée à un monsieur qui l'avait gagnée au poker. Parce que vous jouez au poker. Tout à fait. Et c'était assez comique parce qu'il a fallu dealer donc avec celui qui l'a perdu. Parce que celui qui me l'a vendu n'avait pas les papiers. Et donc là, le côté confiance, il m'a dit... Donc j'ai vu les deux. Il y en a un qui a gagné, Il a l'autre qui a vraiment fait perdu. sa voiture directement, la carte grise et les clés sur la table, Ouais. comme dans les James Bond. Nous, Exact. on a fait ça pendant des années, on ne l'a jamais vu, donc c'est fou que ça existe. pour de Et vrai. donc ils m'ont remercié parce qu'il fallait avoir confiance pour acheter. Intéressant. Pour les dernières minutes de cette interview, on va avoir besoin de te ramener en enfance. Ouais. Donc, Nicolas, magicien de son état, va te proposer un petit tour de magie. Ok. Ok. Est-ce que tu aimes la magie déjà? Oui, je comprends rien, mais j'adore. Alors, comme tu parlais d'effort, je vais te montrer comment on fait un classique de la magie, qui est de Ok. retrouver une carte choisie, mais sans effort, en pure Mhm, performance. mhm. Tu vois, ici, j'ai des cartes, elles sont toutes différentes. Ok, Je vais te demander d'en choisir une, celle que tu veux. je la prends. Voilà, tu la prends, tu peux la montrer à tous les gens qui t'as confiance. Si t'as pas confiance en Pedro, À la à la caméra caméra, Ouais, moi, je tu me peux la cache. si montrer à tu la veux, tu me caméra, moi montres. je ne regarde pas. Non, je le regarde moi aussi. Hein. Est-ce que tu veux me la montrer ou pas? Ok, c'est bon. Voilà, je regarde pas, tu me dis juste stop quand tu veux. Stop. Voilà, et tu peux reposer ta carte. C'est bon, j'ai pas encore triché. Non. Et je vais la perdre. Et vraiment la perdre dans le jeu. Donc là, pour la retrouver, c'est un petit peu compliqué. Mais comme je t'ai dit, c'est une méthode sans effort. C'est une méthode où on va juste laisser émerger la vérité. Avec les cartes, on a une solution pour communiquer, pour observer. Donc on va voir si on arrive à observer quelque chose. Si on regarde dans le jeu ici, on peut peut-être observer quelque chose. Ah oui. Il y a une carte qui nous parle. Là, je vois Pedro qui doute un petit peu. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Alors, pour la première fois, quelle était ta carte? Je connais pas Sept de le carreau. 7 de carreau. 7 de carreau, ça serait quand même excellent si c'était le 7. C'est beau, hein. C'est magnifique. Assez fort. Hein. Alors, la première fois, ça fait un peu peur. Ce que je te propose, c'est de le refaire. Ok. D'accord? C'est ça là. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Stop ici? Mm. D'accord? Ouais. Je lève pas la caméra. Et comme je te disais, avec les cartes, on communique. Donc, il y a une carte. Une carte qui est différente des autres. Il y a une carte et une seule carte qui est différente des autres. C'est celle-ci. Ouais. 3 de pique. Oui. Waouh. Ouais, ouais. Ouais. Franchement.
Bravo. Ouais. J'ai pas vu venir celle-là. Ok. Ah, tu découvres à chaque fois, du coup. Ouais, mais généralement, je vois où est-ce qu'il va. Et là, impressionnant. Si Je ça- demanderai à mon beau-frère est magicien. J'irai, je dis comment il a fait. Tu lui montreras le podcast. L'idée, c'était de te ramener un petit peu dans ces jeux d'enfance qui brillent, d'essayer de te reconnecter à ça et aussi de se faire une belle pause. Si tu reviens à toi quand tu étais enfant, est-ce que tu pouvais voir des signes de ce qui allait arriver? Est-ce que tu pouvais imaginer ce futur pour toi qui est quand même assez hors norme? Le voyage, oui, c'était vraiment une envie de voyager, de vivre à l'étranger. C'était, je pense, même un besoin. Après, non. Est-ce qu'on t'a incité à prendre des risques? Est-ce qu'on t'a appris que tu pouvais avoir une autre genre de vie? Autour de toi, il y avait des modèles ou des... Alors, j'avais des modèles, j'ai des modèles. Mon père, enfin, toute ma famille, mes frères et sœurs. Le modèle pour le dépassement de soi, je pense que ça vient de mon frère qui a 2 ans de plus que moi, qui était toujours meilleur en tout, toujours lui au premier au podium et moi derrière. Et en fait, en Islande, petite île, on n'était pas exposé. Tout ce qui était à l'étranger, évidemment, c'était exotique, c'était excitant et tout ça. Mais, et je veux attention que j'utilise le mot mais, on n'était pas stimulé dans le sens. Moi, si j'ai un seul regret, c'est que petit, et j'espère que ça a changé aujourd'hui, petit, jeune, on n'était pas stimulé à la curiosité sur les métiers. Moi, j'aurais rêvé être pharmacienne. Je pense que j'aurais dû, si j'étais meilleure en maths, j'aurais dû être urgentiste, puisque des situations d'urgence absolue, je les gère super bien et j'adore tout ça. Sauver le monde? Sauver le monde. Et on nous a pas préparé. Mon père, il m'a toujours, et ça je l'ai de lui, il m'a toujours dit, juste, n'arrête jamais d'apprendre. N'arrête jamais d'apprendre. Donc ça, c'est un truc, il lit beaucoup. D'ailleurs, il est en train de faire une start-up à 78 ans. Ouais, il y a un beau modèle. Il y a un beau modèle. Et maintenant, ce modèle n'était jamais, tu dois réussir, on n'avait aucune pression à l'école, on était très classe moyenne, tranquille, dans notre petit village. Mais cette incitation à peut-être côté carrière, mais même pas, j'ai même pas une incitation, j'ai pas une volonté de réussir ma carrière, c'est juste la prochaine étape, la prochaine étape, la prochaine. Combien il y avait d'habitants là où tu habitais? Dans mon village? Oui. 4000, 5000. Et tu voyais Vous les savez gens com- partir, tu sais monter combien- à la ville? Alors, en fait, moi, j'étais vraiment sur la région de la capitale. En Islande, ce qui se passe, c'est que ceux qui faisaient les études, ils partaient faire des études en Angleterre, en Danemark, et puis ils revenaient. Donc ça, c'était vraiment... moi, je fais partie de ceux qui sont partis sans faire des études, mais partis et pas je suis pas revenue. Elle est difficile, cette question. Je n'utilise pas le joker, mais il n'y a pas eu... la culture générale, je la trouve très faible en grandissant. Quand je arrive en France, je me dis, waouh, t'as aucune culture générale. Bah, c'est ce que je trouve intéressant pour ceux qui regardent aujourd'hui et qui ne remettent pas forcément dans le contexte. Aujourd'hui, on voit des podcasts un peu partout. Ah, bah, il aussi n'y avait bien pas que ça. celui-ci, évidemment. Beaucoup de gens se motivent parce qu'ils sont dans des communautés, des pods, des LinkedIn. Donc, on voit de la performance ou de la sortie de route contrôlée un peu partout. Je pense que dans un village de 4000 habitants en Islande, quand tu as grandi, c'était beaucoup plus Bah, il y difficile de avait sentir 100 qu'il existait Ah, bah, une autre voie Il y avait 120 000 habitants dans toute l'Islande. dans toute l'Islande. Aujourd'hui, il y a 400 000. 400, ouais. Voilà. Et à l'époque, il y avait une chaîne de télé qui commençait à 19h55 avec Tom et Jerry. Et ensuite, il y avait la petite maison à la prairie le dimanche. Et sinon, il n'y avait pas de télé le jeudi. Et la télé, c'était le journal, plus un documentaire, et basta. Et encore aujourd'hui, hein, il y a tout l'Internet, tout ça, mais la télé ne s'est pas développée comme elle s'est développée ailleurs. Donc, culture générale, très, très, très enfermée sur nous-mêmes. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On est ouvert à la tech, on a que ce soit les bitcoins, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la tech en général, c'est vraiment une terre d'innovation énorme. Et culture et culture générale.
Mais c'était pas à l'époque. Et alors, la petite Krouma de 7 ans, là, si elle pouvait te voir maintenant, qu'est-ce qu'elle se dirait? Qui voulait être urgentiste. Alors, il y en a certains qui vont rire. N'écoute pas ceux qui te disent constamment de te calmer. Elle avait le feu déjà? Il paraît que mon père m'a amené, donc c'est comme ça que la gymnastique a commencé, il m'a amené m'inscrire à la gymnastique à l'âge de 7 ans. Et la dame aurait demandé, très bien, vous voulez qu'elle fasse combien de fois par semaine? Et lui, il a répondu jusqu'à l'épuisement total. Donc, Ça me rappelle une anecdote géniale du papa qui a amené sa fille chez le médecin. Et le médecin est sorti de la salle avec le père, prétextant qu'il avait besoin de lui parler. Et il a demandé au père de regarder la fille qui sautait partout dans la salle. Et il lui dit, voyez docteur, ma fille elle est hyperactive. Et le docteur a dit, non, votre fille n'est pas hyperactive, c'est une danseuse. Et c'est devenu ah, une c'est grande bien. danseuse Hein. après. Ah, bah c'est joli. Et Ça. en fait, je crois que souvent on confond un peu tout des fois. Ouais. Tu es devenue danseuse du reste. Oui, dans le Ouais. Rocky Horror Picture Show. Un petit passage furtif, mais oui. Moi, il y a une question qui me tarote depuis tout à l'heure quand tu as expliqué que tu avais rencontré cette dame qui t'avait expliqué que le point commun de ta carrière, c'était l'humain. Mm. Comment tu t'en es pas rendu compte avant? Ça a l'air tellement ancré en toi, ça a l'air tellement logique dans tout le parcours. Bah là, avec le recul, c'est facile à dire, J'étais mais vexée comme un pou. Hein. Je suis sortie de cet entretien vexée. D'ailleurs, j'arrive pas à voir son visage de la dame. comment tu t'en es pas rendu Parce que compte? tu le voyais comme une attaque, c'est pas tes compétences, c'est ta connexion avec les autres. Ouais, et donc qui du coup, elle me fonctionne. déstabilisait parce que moi, je m'acharnais à lire des bouquins techniques, des choses comme ça. Je pense que je le savais. Mais il Tu n'y a voulais pas de pas métier. t'admettre. Je suis très pragmatique. Il n'y avait aucun métier qui collait à ça. Je ne me voyais pas RH. Je ne suis pas une RH. J'adore les RH et on a besoin des gens. D'ailleurs, il faudrait que le RH soit plus regardé comme partenaire et pas service support. Je pense que je le savais. Ça vient aussi un peu de la gymnastique, hein, puisque gymnastique, je voulais être entraîneur. Enfin, j'étais déjà entraîneur, arbitre, formé, mentoré. Donc, c'était à moi. Mais j'arrivais pas à mettre un métier à côté. Et c'est en sortant de cet entretien aussi que j'ai compris que un hôtel me suffisait pas. Je voulais absolument, donc je dis ok, j'ai compris, je veux faire de la formation. Sortant de l'entretien, il va falloir que je dorme et que je digère un petit peu. Et que c'est là où je dis c'est bon, maintenant tu te prends en main et tu vas bosser en ce qu'on appelle corporate. Et j'ai basculé de un hôtel à 654 hôtels. Si on se fixe un petit peu dans le futur, Mm. tu veux sauver le monde, ton sujet c'est l'entreprise, Mm. l'intelligence émotionnelle, l'émotion en entreprise. Quel lien tu fais de tout ça avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Comment ça impacte les relations? Quels conseils tu pourrais donner à une entreprise aujourd'hui pour accueillir ce qui doit être accueilli mais pas se perdre? Je pense qu'il faut en avoir peur. Dans le côté santé mentale, rien qu'il y a 2 semaines, il y a un Américain qui s'est ôté la vie après 2 heures de conversation avec ChatGPT et ChatGPT a dit « on se voit de l'autre côté ». Donc je pense qu'il faut qu'on en ait peur et quand on en a peur, il y a une expression en anglais qui dit « from fear to fierce », de la peur à la férocité. Oui. Dans le sens, ayons peur et faisons quelque chose de cette peur. Moi, j'ai un coach virtuel. Moi, j'ai un clonage qui s'appelle Krumaï. Et elle est entraînée. Et tous les jours, avec mon équipe, on l'entraîne à répondre à des horreurs. Parce qu'on va être sûr qu'elle guide bien. L'intelligence artificielle, elle est géniale. Il faut faire attention à la consommation d'énergie, tout ça. Ça va avec. Et pour pouvoir gérer l'intelligence artificielle, générative hein, surtout, il faut qu'on prenne soin de nous et qu'on développe nos fameuses compétences psychosociales, puisque si je n'ai pas des capacités de pensée critique, je ne saurais pas gérer, que je sois utilisateur ou ingénieur derrière. Hein. Si je n'ai pas un sens de l'éthique, si je n'ai pas la capacité de faire des choix responsables, donc vraiment les capacités humaines, on va pas aller dans le bon sens. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai lu ça,
sur l'intelligence artificielle, parce que là, au salon où j'étais, Web Summit la semaine dernière, l'intelligence artificielle, c'était le AI. AI, c'était le seul mot qui comptait. Si on ne mettait pas AI dans une phrase, on ne nous entendait pas. Et elle disait si un étudiant, si un jeune vous dit « j'ai déménagé de Paris à Tokyo », on va comprendre qu'il a déménagé de Paris à Tokyo. L'intelligence artificielle ne comprendra pas qu'il s'est déplacé. Il va penser que le garçon il est de deux côtés, et donc dans la conversation suivante, il va proposer par exemple des activités aussi bien à Paris et Tokyo. Il va falloir qu'après le jeune explique non, je ne suis plus à Paris, je suis à Tokyo. Donc il y a quand même des limites, et aujourd'hui il y a énormément de gens qui se confient. Qui confient leurs problèmes médicaux, j'ai une tache sur la peau, qu'est-ce que c'est, et que tout à coup c'est un drame. Donc il faut qu'on s'arme mentalement, et si on s'arme mentalement, je pense que ça peut être quelque chose de... un copilote, pour pas mentionner une marque en particulier, ça peut être très bien, mais il faut qu'on en ait peur. C'est bien, tu me fais plaisir parce que tu reprends beaucoup de points que je prends dans une conférence sur la prise de décision et l'IA. Ouais. Et comment dans le poker, justement, à un moment, c'est arrivé, on était moins copilote et on pensait que c'était un gospel. Ouais. On s'est rendu compte des limites de ce qu'on appelait le jeu optimal à l'époque. Et en même temps, un super outil. Ouais. Et que la prise de décision, elle doit rester chez l'humain. Je sais pas si peut-être une anecdote, je sais pas si tu connais l'histoire de Elisa 2.0. Un très vieux programme, hyper intéressant. C'est un très vieux programme que j'avais sur disquette quand j'étais jeune, qui est une commande terminale DOS. Là, tu vois, les derniers cheveux, ils sont partis. Qui a eu un très grand succès à l'époque, avec très peu d'ordinateurs quand même partagés. On est en 95 par là. Et c'était un coach, un psy. Et la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il reprenait dans la phrase les éléments de langage qu'il arrivait à comprendre. Comme tu disais, j'ai pas d'amis. Il voyait ami. Ok, ami, c'est un manque d'amis. C'est sûr. Il avait une base de données, donc il est dans sa référence. Problème d'amitié. Il disait, ah bon, tu n'as pas assez d'amis et tu penses que c'est dû à quoi? Et il renvoyait des questions puissantes. Ouais. Il prenait des mots-clés et renvoyait des questions puissantes. Quand il savait pas, il disait, il répétait les éléments de la phrase à l'envers et il faisait, dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Ouais. Des milliers de gens l'ont utilisé quotidiennement. Ça a été un énorme succès. Et même quand on leur a expliqué la supercherie, ils ont continué à vouloir l'utiliser et des gens l'utilisaient encore jusqu'à ChatGPT. Et donc, je pense que ça montre un très grand envie d'être entendu, d'être anonyme, de créer une relation un peu neutre avec un ordinateur ou d'être juste écouté, entendu. Et bon, là, c'est autrement plus puissant. Mais même ça, les gens réagissaient à ça et le trouvaient bien. Ouais. Pour faire référence à ça, quand on travaille, quand je vais en entreprise, la première chose, en entreprise ou en coaching individuel ou en école, la première chose, c'est l'arrêt sur image. Et donc, j'ai des questionnaires scientifiquement validés que je fais faire aux personnes. Et ce qui est extraordinaire, et c'est terrible aussi, c'est qu'à la question « je suis toujours prêt à aider les autres », donc ça va de jamais à toujours, j'ai en moyenne facile 80% des participants qui disent « oui, je suis toujours prêt à aider les autres ». Il y a plein de questions. Une deuxième question, une question plus tard, c'est « lorsque j'ai un problème, je vais chercher de l'aide auprès de mes proches ». Plus personne. Ah oui. Et donc, moi, j'aime bien jouer avec ça parce que c'est terrible. Et il y a pareil sur quand quelqu'un me demande de faire quelque chose que je trouve inapproprié, je suis capable de dire non. Il y a très peu de personnes. Et moi, je joue avec ça dans les écoles et les entreprises. C'est ça. Et après, de jouer dans le sens où, quand je demande de l'aide à un humain, à quelqu'un, je suis pas en train de... C'est pas un aveu de faiblesse. C'est justement, je valorise l'autre parce que je trouve que lui, il est fort. Tu sais faire quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Donc, je vais en quelque part, c'est de la reconnaissance. Si on revient en relation et reconnaissance. Et donc, en fait, ça doit être plus flatteur pour toi que marque de signe de faiblesse de ma part. D'ailleurs, les études montrent que quand on demande de l'aide à quelqu'un, il a tendance à vous voir positivement parce que ça veut dire que vous vous confiez à lui, vous lui faites confiance. Oui, et puis dans le questionnaire, vous dites que vous voulez aider l'autre. Mais par contre, vous voulez
pas. Et donc là, il y a une espèce de fierté. Ça vient à ce que tu dis avec cette Elisa. Oui. Et 2.0, c'est que les gens vont se confier à quelqu'un parce ils pensent que c'est de se montrer faible. On nous apprend depuis petit qu'il ne faut pas demander de l'aide, qu'il ne faut pas copier. C'est le mal aujourd'hui des dirigeants. Et c'est pour ça, je pense qu'on est tous devenus mentors ou coach ou consultants. C'est parce qu'il faut changer ça. Je pense que c'est vraiment un vrai souci. Moi, je voulais te demander, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui, dans le parcours, peut-être tu les as un peu inspirés. Est-ce que tu leur dirais de suivre leur curiosité comme tu l'as fait toi, ou au contraire, avec le recul, tu vas leur conseiller plutôt d'avancer tout droit, ou est-ce que tu as un autre conseil pour eux? Qu'est-ce que tu dirais? La question est difficile. Hein. Ah oui. Tu vois, quand moi je dirige une école supérieure, elle me dit alors madame, j'ai continué un master ou pas? Et moi, quand je regarde mon parcours, je dis oh là là. Là, joker. Non, je ne vais pas le joker. Qu'est-ce que je conseille aux jeunes? Alors, je pense que ça va peut-être être paradoxal. Être fou dans la retenue, se retenir dans la folie. Il faut des deux. Mesure. Il faut des deux. Je pense que si l'expérience, je pense que c'est moi qui l'ai dit ça, hein, je n'ai pas trouvé. L'expérience n'est rien sans la réflexion. Donc vivre à fond et à régulièrement, quotidiennement, se dire stop. Moi, c'est ce que je veux faire en sortant de cette rencontre. Je peux être dans la voiture ou je ne sais pas, je dis ok Kruma, 3, 2, 1, go. 3 choses que tu as apprises aujourd'hui dans cette rencontre, 2 choses que tu as aimées ou pas aimées. Donc on est sur les compétences cognitives, les compétences émotionnelles. 1, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui va être différent grâce à ces rencontres, grâce à cette expérience? Et go, qu'est-ce que tu fais? Quel est le premier pas, le plus petit pas possible que tu fais? Et ça, je pense que, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. On a parlé tout à l'heure d'analyser les succès, les bons moments. On n'a pas d'outils pour ça. Et donc, juste dans le métro, on est fatigué, on a une journée pourrie, on est en train de... comme ça. On veut démissionner, on veut machin truc chose, on veut changer le monde. Ben, je tiens la barre du métro là. Ok, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé? Qu'est-ce que ça change? Ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un peu le anglais so what? So what? Ouais. J'aime bien cette connexion que tu fais entre tout ça et puis le pratique. Et c'est un bel outil pour tous ceux qui nous écoutent et je vais tenter cet outil également. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions sans langue de bois. Merci pour l'invitation. On a beaucoup appris. Il est là, hein? Ouais, bravo. Pas utilisé, Bravo. hein. Bravo. C'est ton joker, tu peux donc le garder dans la vie maintenant. Ah! Est-ce qu'il va se transformer en rouge tout à l'heure? Tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Kruma. Merci.